Bonjour à tous. Donc merci, d'être, présents, enfin de participer, à notre webinaire, sur, comment relocaliser les industries de transformation bois en Île-de-France. Donc l'objet de ce webinaire, c'est de présenter, l'étude que l'on a commandée, aux étudiants d'AgroParisTech et de l'école des Ponts, pour justement, nous fournir des pistes d'action, nous en tant qu'interprofession, mais aussi à l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France, des pistes d'action pour pour accompagner la relocalisation des industries de bois en Île-de-France. Donc c'est un webinaire qui se veut être assez court pour vous permettre, voilà, un peu au format petit déjeuner, de participer à ce dernier. Donc on a pour objectif de finir à maximum 9h45, donc c'est 1h30, 1h45 de webinaire. Avec en tout premier lieu une présentation justement des étudiants du GAP, donc du groupement d'analyse de l'action publique d'AgroParisTech et de l'école des Ponts, qui présentera les résultats de leur étude et qui vous en dira beaucoup plus sur l'objet de cette étude, comment a été conduite cette étude et les résultats et le plan d'action qu'ils ont proposé à FIBOIS. Et ensuite, on continuera sur 2 témoignages de 2 porteurs de projets d'unités de transformation bois en Île-de-France. Donc, on aura Monsieur Delobrière, qui est gérant de la scierie Rosaire et qui a un projet de modernisation de sa scierie, une scierie 4.0, et Monsieur Hongrois, qui a un projet de scierie artisanale et de seconde transformation également en Île-de-France. Donc, on aura plusieurs temps d'échange dans notre webinaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. On vous donnera. Là, pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir, mais à la suite de la présentation des étudiants, on vous laissera la possibilité d'intervenir en levant la main, notamment. Et pareil à la suite des 2 témoignages. Et juste pour information, le webinaire est enregistré. Voilà, que vous le sachiez. Nous, on le mettra ensuite en ligne sur sur notre site internet. Donc voilà, donc je vais vous laisser tout de suite les étudiants présenter leur enquête. Merci beaucoup, Alec et Scarlett, pour nous donner cette opportunité de valoriser ce travail dans le cadre de ce webinaire. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée et merci à chacun et chacune d'entre vous qui vous êtes connectés aussi nombreux pour poursuivre cette restitution. Donc je m'appelle Gauthier Lexa, mes collègues se présenteront ensuite. On est donc membre étudiant au sein de l'École nationale des ponts et chaussées en lien avec AgroParisTech au sein d'un master spécialisé qui s'appelle Politique et Action publique pour le développement durable. Et FIBOIS nous a demandé, dans le cadre d'un des cursus de notre formation, qui s'appelle le GAP, de travailler sur la relocalisation de la filière bois. Donc c'est un projet qui est conduit dans le cadre de ce master universitaire, commandé par FIBOIS, et il s'est traduit par la restitution d'un mémoire, d'une note de 4 pages synthétique, et donc la valorisation de ce travail qui se poursuit dans le cadre du présent webinaire. La problématique à laquelle on a souhaité répondre, c'est la suivante. Donc, comment faire évoluer la filière forêt-bois francilienne dans l'objectif de la relancer, cette filière, en Île-de-France, en identifiant 3 axes de travail: redynamiser d'abord le secteur de la première transformation, identifier de nouveaux débouchés pour le bois feuillu francilien, principale composante des essences que l'on peut trouver sur ce territoire, et en essayant de trouver un modèle de circuit court adapté à ce territoire, compte tenu de ses spécificités et de son appareil de production, sur lequel on reviendra par la suite. On a donc, à ce titre-là, mis en œuvre une méthodologie d'analyse. C'était un travail qui se voulait à la fois universitaire et en même temps très opérationnel du fait de son commanditaire et de la commande formulée. Donc on s'est bien évidemment appuyé sur une analyse bibliographique, hein, qui contenait donc tout un tas d'éléments scientifiques sur ces notions de circuit court, ces notions de filière forêt-bois, confronté directement au retour de terrain, avec un total de 13 entretiens semi-directifs d'acteurs de différentes natures. Certains se reconnaîtront peut-être, on s'est déjà rencontré, du moins un membre de l'équipe, pour une de ces 13 structures, et donc qui étaient des acteurs institutionnels jusqu'à des professionnels de la filière forêt-bois, et notamment des scieurs, qui nous ont permis d'aboutir à 9 thématiques qui sont inscrites ci-dessous,
Il s'agissait de brasser aussi large que possible, en s'intéressant notamment aux notions de circuit court, disponibilité de ressources et au développement de nouvelles unités de transformation adaptées en Île-de-France. Des sujets un petit peu plus économiques et sociaux, donc sur la formation des prix, les acceptations sociales et la gouvernance. Et enfin, des thématiques un petit peu plus transversales autour des appels à projets qui ont pu être lancés, et la notion de changement climatique et tout autre sujet qui ont pu être abordés. Pour formaliser un petit peu tout ça, donc un petit plan qui va en fait structurer la présentation d'aujourd'hui. Donc d'abord un petit état des lieux donc de la filière forêt-bois et les enjeux de relocalisation en Île-de-France. Donc sans passer assez vite sur ces aspects-là, vous les connaissez très bien. Les freins actuels à la relocalisation d'activités de première transformation, avec trois entrées: blocage technique, socio-institutionnel et économique. Revenir sur les difficultés liées aux initiatives qui ont été menées jusqu'ici, notamment les appels à projets, dont on pense qu'il faudrait les repenser, et le plan d'action qu'évoquait Alec et Scarlett. Sur donc cet état des lieux de la filière bois, donc on va un petit peu revenir brièvement sur ces objectifs nationaux, déclinés petit à petit sur la région Île-de-France. Donc d'abord revenir sur cette forte ambition nationale autour de la filière forêt-bois, notamment sur l'enjeu de la décarbonation du secteur de la construction. L'idée, c'est de lutter contre l'importation de produits bois, de muscler l'appareil industriel français pour répondre à la demande qui se concentre beaucoup sur le secteur de la construction. En parallèle se déploie la réglementation environnementale 2020 avec de fortes ambitions en la matière et une mise au premier plan du matériau bois, et également un appareil de planification important avec le programme national de la forêt et du bois engagé en 2016, décliné en programmes régionaux, et des prévisions très optimistes quant à l'utilisation du bois dans la construction, puisque les scénarios démontrent que l'on peut arriver d'ici à 2050 à plus du double, sinon du triplement de la consommation actuellement observée. Donc il s'agit de vraiment se préparer pour répondre à cette demande et à ces enjeux auxquels donc le gouvernement et les ambitions nationales sont importantes. Au niveau de la forêt francilienne, donc on a un territoire qui quand même constitue une ressource à fort potentiel. 24% du territoire est couvert par des espaces forestiers. Cette forêt est pour les 2 tiers privée, pour l'autre tiers de forêt publique. Et elle est caractérisée par un fort morcellement de la propriété forestière, avec 170 000 propriétaires plus ou moins, soit en moyenne moins d'1 hectare de forêt par propriétaire, et une forêt quasi exclusivement feuillue, ce qui fait sa spécificité et sa difficulté aussi à se positionner sur des marchés de la construction, ceci étant pour l'essentiel aspiré par la ressource résineuse. Au niveau de la filière forêt-bois et de son appareil de production, c'est une filière qui aujourd'hui, si on regarde l'évolution sur quelques années, est en déclin. On prélève à peu près 740 000 mètres cubes de bois, soit à peu près 50% de la capacité de renouvellement de la forêt. Un peu plus de la moitié sont commercialisés, le reste est utilisé en bois de chauffage, et 70% de ce stock se trouve en forêt privée, d'où la difficulté de le capter aussi. On y retrouve la ventilation bois-énergie, bois d'œuvre, bois-industrie. Le bois-énergie étant le secteur de consommation le plus important, viennent ensuite le bois d'œuvre et le bois-industrie. Un appareil productif peu présent du fait du nombre de scieries qui diminue fortement, on peut le voir sur le graphique de droite depuis les années 70-80, avec notamment des mécanismes de regroupement, mais aussi une activité de transformation qui s'exerce hors Île-de-France, et donc un appareil de transformation qui s'amenuise avec le temps au profit d'unités de production françaises ou étrangères, mais qui en tout cas regroupent de plus gros volumes de transformation. Et de cet état des lieux, on en tire en fait un certain nombre d'enjeux qui sont au nombre de 4. Donc relocaliser la filière en s'appuyant sur la notion de circuit court, repenser la disponibilité de la ressource en bois, les questions de formation des prix et de coûts de production qui apparaissent aussi comme des éléments à enjeu, et une difficulté entre guillemets sociale, c'est-à-dire une acceptation difficile pour implanter une nouvelle filière du fait que l'Île-de-France est un territoire particulièrement urbain.
Concrètement, il s'agit donc, en termes d'orientation, de repartir sur, structurer notre réflexion autour de ces 4 axes, réinterroger la notion de circuit court, au niveau du bassin francilien, certes, mais aussi en coopération avec les régions voisines, qui concentrent des unités de production de taille plus importante. Répondre au constat d'inadéquation que j'évoquais entre l'exploitation possible du bois francilien et les besoins de la construction, donc feuillu versus résineux concrètement. La question de la compréhension des mécanismes de formation des prix pour savoir comment on peut agir de manière pertinente pour favoriser l'installation de nouvelles scieries en Île-de-France et faire cohabiter les différents usages de la forêt, à savoir donc un usage économique, récréatif, mais aussi environnemental pour pouvoir mettre en place une filière complète. Je crois que j'arrive effectivement au bout de ma présentation. Je vais laisser la parole à Youssef. Youssef, tu nous entends? Il semblerait qu'il y a un petit problème technique. Est-ce que Youssef, tu nous entends? Peut-être le temps que Youssef retrouve le micro, Gauthier, ou tu peux enchaîner et si Youssef arrive à prendre le micro, il prendra la suite. Ok, bah écoutez, je vais reprendre, je poursuis, je laisse Loris et Martin compléter sur ces aspects-là en tant que de besoin. Donc on s'est interrogé sur les freins à l'installation de scieries en Île-de-France, notamment donc de 2 axes, les freins économiques et les freins techniques. Si on peut aller sur la slide suivante. On s'est notamment lancé dans la réalisation d'un modèle. L'idée de ce modèle, c'était en fait de modéliser les différents aspects qui vont jouer dans la mise en œuvre d'une scierie et essayer de mieux comprendre les différentes contraintes économiques qui pèsent sur ce type d'installation. On est parti donc sur un certain nombre d'ordres de grandeur pour essayer de quantifier tous les postes de dépenses imaginés pour faire tourner une scierie. Donc là, on s'est vraiment appuyé sur le témoignage des différentes scieurs qu'on a pu interroger. Ah, Youssef, est-ce que ça fonctionne? J'ai cru. Et donc, sur la base de ces ordres de grandeur et de ce modèle, identifier les points de tension économique, c'est-à-dire ceux sur lesquels on sent qu'il y a un frein concret pour installer une nouvelle scierie, et donc essayer de lever ce frein pour identifier des aides ou des actions qui seront pertinentes. Il y a un certain nombre de limites à ce modèle. D'une part, les données sont assez imprécises. On est parti sur des ordres de grandeur, donc de fait, ce modèle est forcément lié à la qualité des données qu'on est en capacité de regrouper. Il est très dépendant des hypothèses que l'on aura choisies pour bâtir ce modèle. En lien avec cette imprécision des données, donc les ordres de grandeur choisis sont très souvent liés à la moyenne qu'on a pu observer entre les différents témoignages et la donnée qu'on a pu trouver en littérature grise. Et il ne prend pas en compte un certain nombre d'activités, notamment connexes, qui peuvent entrer en ligne de compte dans le bilan économique d'une scierie. On a pensé notamment à la méranderie, les activités de charpente et autres services pour particuliers. Je ne sais pas si Loris ou Martin, vous voulez compléter sur... Allô? Ouais, Youssef, c'est bon, Ah, tu es là. vous m'entendez? ouais. Bon, Bah, bah, vas-y, je te laisse reprendre le fil. je peux reprendre le fil. Bah, très bien. On peut passer à la slide suivante. Et du coup, on a voulu modéliser dans les grandes lignes les différents postes de dépenses. Du coup, d'un point de vue schématique, on obtient ça. Cette modélisation, on l'a faite à partir de plusieurs sources. On l'a faite à partir des entretiens qu'on a pu réaliser, ce qu'on nous a dit dans ces entretiens, mais on l'a fait aussi à partir de sources statistiques plus générales qui essayaient de donner les grandes lignes des dépenses d'une série, de son fonctionnement financier, etc. Du coup, des rapports de l'INSEE, Agrest, etc.
Et du coup, comme vous le voyez, dans ce graphique, l'achat de bois, c'est une grande partie des dépenses, la main-d'œuvre également. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que le coût du foncier et le capital ne constituent pas une si grande partie que ça. En réalité, le coût du foncier ici, qui est à 3%, on considère qu'il est amorti sur 20 ans. Et du coup, évidemment, si on considère le coût l'année où on doit le payer, c'est quelque chose d'énorme. Et le capital, c'est un peu pareil. Et du coup, ce qui va être important à partir de ces différents postes de dépenses, c'est aussi les revenus. Est-ce qu'on va réussir à être rentable avec ça? Et du coup, la question par rapport à l'Île-de-France, c'est dans ces différents postes de dépenses qui sont ici présentés, disons pour une moyenne française. Dans notre modèle, bien évidemment, on n'a pas les vrais chiffres. Pour ces différents postes de dépenses, qu'est-ce qui va être différent pour l'Île-de-France? Et du coup, si on peut passer à la slide suivante. On va avoir trois postes où on a identifié qu'il pourrait y avoir des différences entre le coût de ces postes-là en Île-de-France et à l'extérieur de l'Île-de-France. Ces trois postes-là, c'est le foncier, la main-d'œuvre et la mobilisation du bois. Pour ce qui est du foncier, c'est assez difficile de savoir exactement parce que il ne suffit pas d'avoir les prix du foncier, il faut avoir l'opportunité, trouver un foncier au bon endroit, etc. Ce que l'on a fait pour sortir du coup le chiffre de 25% de plus en Île-de-France, c'est qu'on a identifié dans les 5 dernières années, on a les données d'achat de foncier. On a les données d'achat de foncier et dans ces données-là, on a le type de foncier. On a identifié avec des typologies assez précises. On a identifié le type de foncier qui correspondrait à une série. Et dans ce type de foncier-là, c'est 25% plus cher en Île-de-France qu'à l'extérieur de l'Île-de-France. Il peut y avoir des contraintes en plus qui vont intervenir, évidemment la disponibilité de ce foncier. Où est-ce que c'est exactement en Île-de-France? Tout ça, cette valeur de 25%, c'est une valeur moyenne. Le deuxième point, on a identifié que ça pouvait être plus coûteux en Île-de-France, c'est la main-d'œuvre. On n'a pas des données du coup de la main-d'œuvre pour les scieries en Île-de-France, il n'y en a pas beaucoup. Par rapport à l'extérieur de l'Île-de-France, ce qu'on a, c'est les données générales en Île-de-France, et l'INSEE produit des analyses assez poussées dans lesquelles il montre qu'à poste égal, en Île-de-France, c'est 12% plus cher. Donc on a repris ce chiffre-là. Il a ses limites par rapport à la situation. C'est possible potentiellement 12% plus cher, mais particulièrement pour les postes qualifiés. Mais c'est aussi potentiellement 12% plus cher partout. Parce que il y a particulièrement des propositions différentes, des possibilités d'emploi en Île-de-France. On a gardé ce chiffre-là faute d'avoir mieux. Évidemment, ce n'est pas disons, un frein inéluctable. Et enfin, la mobilisation du bois, du coup, il y a une question dans la conversation. On fait la différence entre le prix du bois sur pied, du coup, quand on achète l'arbre en forêt, et la mobilisation du bois qui est, on a acheté l'arbre, il faut le couper et le ramener jusqu'à la scierie. Du coup, a priori, l'achat de l'arbre en forêt n'a pas de raison d'être plus cher pour un scieur en Île-de-France. Par contre, le fait de le couper et de le ramener jusqu'à la scierie, ça peut être plus cher pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une partie de couper le bois, c'est de la main-d'œuvre. Du coup, ça revient au poste au-dessus avec pareil un chiffre de 12%. Une autre partie, ça va être le transport. Et du coup, en Île-de-France, les réseaux de transport ne sont pas faits pour des convois de type bois qui vont apporter des nuisances, qui vont demander des autorisations de passage des différentes communes, etc. Ce qui va générer des surcoûts.
Pour avoir le chiffre de 12%, on s'est appuyé sur des données FCBA qui donnaient une fourchette des prix qu'il peut y avoir, pour du coup qu'il peut y avoir pour la mobilisation du bois. Et là, on a fait une hypothèse d'un surcoût très moyen. Ça pourrait être beaucoup plus en fonction des localisations. Quand on combine ces trois surcoûts, on se retrouve avec un surcoût total de 4,6%. Ça ne paraît pas beaucoup, mais le secteur des scieries, si on regarde les données de la Banque de France, a en réalité des marges assez faibles. Du coup, 5,6 selon la Banque de France, dans notre modèle à nous 5,3. Et évidemment, un surcoût de 4,6, ça fait passer l'excédent d'exploitation à vraiment pas grand-chose, à quasiment zéro. Et du coup, forcément, même si c'est une différence faible, ça peut être très important si ça réduit l'excédent d'exploitation à quasiment rien. Si on peut passer à la slide suivante. Et du coup, pour conclure sur les freins économiques, avant de passer la parole à Martin, on peut au moins partiellement expliquer la difficulté de s'installer avec les freins économiques, mais c'est important de préciser qu'ils ne paraissent pas insurmontables ou d'être dans des ordres de grandeur complètement surréalistes. On peut, si on prend des hypothèses plus optimistes, si on a une opportunité de foncier qui a un prix raisonnable, qu'on arrive à avoir de la main-d'œuvre au même prix qu'ailleurs et qu'on est dans une localisation qui permet de mobiliser le bois à des bons prix, ce qui paraît pas insurmontable, bah, les freins économiques ne semblent pas être un problème irrésoluble pour l'installation en Île-de-France. Martin, je te laisse. Merci Youssef. Donc, je vais poursuivre sur une deuxième série de freins qu'avait évoqué Youssef, donc, ce qu'on a appelé nous les freins techniques. On pourrait appeler ça aussi des freins de filière, des freins de modèle. Donc, dans un premier temps, ce qui a été aussi évoqué dans le constat, c'est qu'on a bien un déséquilibre structurel entre la ressource et la demande en Île-de-France. Donc, comme on peut le voir assez bien sur cette carte qui a été produite par le FCBA, c'est une question aussi de nature de la ressource. Donc, ce qu'on peut voir en Île-de-France, donc il est même difficile à distinguer, mais le point de prélèvement en Île-de-France est vraiment très faible à côté d'autres régions, donc qui s'explique par le fait que ces régions-là ont des potentiels de résineux, là où l'Île-de-France a des potentiels plutôt feuillus. Donc, cette première caractéristique de la nature de la ressource du bois en Île-de-France explique en partie le décalage qu'il peut y avoir avec la demande croissante du marché, de la construction notamment, qui se destine plutôt à l'utilisation de feuillus. Donc, on a essayé d'expliciter un peu ce premier point de décalage. Donc, il y a une question forcément donc, de nature du bois qui est utilisé, mais c'est aussi une question de quelle est la connaissance de la ressource feuillu mobilisable. Et pour essayer d'expliquer cela, on s'est rendu compte au travers de nos discussions et des études qu'on a pu parcourir qu'il y avait une certaine méconnaissance de la ressource bois feuillu en Île-de-France. Donc, que ce soit en termes de qualité, de volume mobilisable pour du bois d'œuvre. Et donc voilà, c'était un premier frein qu'on avait pu identifier. Dans un second temps, c'est aussi une question d'organisation de la ressource. Donc, ce qui est évoqué ici, l'organisation de la forestière entre le lien amont-aval, qui explique en partie la difficulté à faire le lien entre ressources et demande. Donc, comme ce qui a été évoqué par Gauthier en première partie, on a une organisation qui est principalement située dans de petits massifs privés, dont la mobilisation en bois est donc difficile. En Île-de-France, c'est assez exacerbé et cette situation impacte notamment la visibilité pour les scieurs en aval. Donc voilà, ce qui est assez intéressant sur ces deux aspects, c'est que dans les entretiens que nous avons pu mener, on a vraiment identifié qu'il y avait une volonté, notamment pour la filière, d'essayer de faciliter le lien qu'il pouvait y avoir, donc, que ce soit dans la connaissance de la ressource ou dans l'organisation de cette ressource entre l'amont et l'aval de la filière. Une deuxième série de freins techniques, donc là, si c'est moins sur l'organisation de la filière, c'est plutôt sur finalement le modèle industriel, ou en tout cas le modèle
d'exploitation du bois qui est aujourd'hui le cas en Île-de-France. Donc, comme ce qui a été évoqué dans les années 1970-80, la transformation s'est portée davantage vers des ressources résineuses. Donc, on le voit très bien avec cette carte où tous les massifs résineux en France, donc que ce soit dans le Grand Est ou en Aquitaine, ont pu développer donc des appareils de transformation, là où des régions moins dotées en résineux ont observé un déclin des scieries du fait d'un potentiel plutôt orienté vers du feuillu. Donc l'Île-de-France, les Hauts-de-France, c'est quelque chose qui se voit en partie sur cette carte. Donc ce qui s'est donc produit et la conséquence que ça a eu, c'est qu'aujourd'hui on manque d'un appareil véritablement compétitif de transformation du feuillu par rapport à celui du résineux. Donc cela se voit sur les volumes capables de transformation des scieries qui existent. Avec des répercussions directes sur la capacité à transformer les feuillus, les essences feuillues, donc le frêne, par exemple, le hêtre, le châtaignier, qui sont majoritairement exportés dans leur transformation, et la difficulté aussi à valoriser les différentes essences, enfin les différentes qualités de bois, pardon, au sein d'une même essence, notamment pour certains feuillus. Donc ça, c'est quelque chose dont l'appareil de transformation a encore du mal à faire et manque d'une certaine maturité, même si, et on l'a vu en rencontrant des scieurs en Île-de-France, et en dehors de l'Île-de-France, des scieurs feuillus qui parviennent à valoriser différentes qualités de bois au sein d'une même essence. Donc, c'est également, deuxième point, un problème de normalisation du bois de feuillu. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que le bois feuillu a mis du temps on va dire, à développer une normalisation de ses produits, donc par rapport au résineux. Donc, ce retard-là, même si aujourd'hui, il a été en partie comblé par des travaux qui ont été menés par le FCBA sur la normalisation des produits feuillus, on remarque que l'inertie de ce retard-là se répercute encore aujourd'hui parce que de nombreux institutionnels que nous avons pu rencontrer et scieurs expliquent la difficulté encore aujourd'hui de faire valoir et de valoriser leurs produits feuillus. Donc, il y aura un enjeu à déployer davantage les documents normatifs pour des usages finaux du feuillu, donc dans les débouchés, que ce soit pour les bureaux d'études, les architectes, et de manière générale vers l'aval de la filière. Donc, deuxième point. Et troisième point, c'est un manque de compétences et de main-d'œuvre sur le territoire francilien. Donc, bien que ce soit une région à très fort potentiel d'activité, il y a un certain manque d'attractivité de ces métiers du bois qui sont souvent qualifiés de durs, exigeants physiquement et souvent peu rémunérateurs. Et donc, ça se répercute assez directement sur la capacité des scieries à recruter et à former sur le long terme des opérateurs qui, en plus de plus en plus, demandent des compétences assez spécialisées. Donc voilà, il y a un peu un décalage sur ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on a, nous, on a essayé d'évoquer ça comme cela, donc ce qu'on appelait des freins sociaux, donc là qui s'intéresse plutôt à la question d'acceptabilité de la filière forêt-bois en Île-de-France. Donc, on a vraiment voulu pointer ces freins-là, puisque le cas de l'Île-de-France est assez particulier. Donc, on a essayé de l'expliciter. Donc, le premier point qui est évoqué ici, c'est une méconnaissance du secteur forêt-bois. Donc, la méconnaissance, on l'explique par la difficulté pour de nombreuses personnes du grand public notamment à se saisir de la multifonctionnalité de la forêt. Donc, on voit qu'il y a une difficulté à se rendre compte de la différence entre forêt publique, forêt privée, la différence entre coupe et déboisement. Et ce qui nous a été évoqué assez souvent dans les entretiens menés, c'est l'amalgame qui est fait entre exploitation du bois et déforestation, notamment qui se produit dans d'autres pays. Et c'est vraiment ce manque de compréhension de la filière, de ces activités, qui a des conséquences indéniables sur la perception de la forêt francilienne et forcément des activités qui sont associées. Et voilà, deux autres points sur ce problème d'acceptabilité de la filière. Donc, même s'il y a un enjeu de méconnaissance et donc de sensibilisation du grand public, on a aussi pu relever qu'il y a une certaine aversion à toute exploitation de la forêt ou du bois. Donc, même si la sensibilisation donc, est un enjeu, elle ne pourra pas tout résoudre. Voilà, pour certains, et c'est aussi le caractère propre à l'Île-de-France qui est très urbain, la forêt francilienne est destinée peut-être à d'autres fonctions, ou en tout cas principalement à d'autres fonctions qui seraient plutôt récréatives, environnementales, plutôt
qu'à une fonction purement d'exploitation économique. Et en tout cas, c'est ce qui nous a été remonté. Et ça veut dire que c'est un enjeu assez important à délimiter pour la filière dans son ensemble. Et enfin, dernier point, donc c'est une activité qui crée aussi, voilà, par son exploitation certaines nuisances lors de l'activité de la première transformation notamment. Et donc, ces nuisances peuvent fragiliser l'acceptation sociale, donc particulièrement au niveau des communes où ces opérations de transformation ont lieu, et donc empêcher ou mettre en difficulté l'implantation de scieries sur des communes. Donc l'Île-de-France, avec des aires urbaines très développées, vient exacerber finalement cette tension avec des populations qui veulent bien une certaine relocalisation de la filière en France, mais pas forcément sur le lieu de leur commune. Il y a donc une dimension politique qui va peut-être au-delà de cette dimension sociale qui est très importante, où les élus locaux peuvent vraiment être au cœur de ces injonctions contradictoires entre des affichages économiques et des réalités pratiques voilà, de terrain. Je pense que je peux laisser la place à Loris. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de formuler un plan d'action pour FIBOA, nous avons souhaité analyser les dispositifs de financement et les initiatives qui ont déjà existé lors de ces 3 dernières années. Donc, nous avons analysé 6 appels, 3 appels de l'État et 3 appels de la région Île-de-France. Et ce qu'on a observé, c'est que les objectifs de ces dispositifs sont souvent semblables, mais les échelles sectorielles ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des appels qui ciblent très précisément la première transformation et des appels beaucoup plus généraux qui visent l'ensemble des activités économiques en France. La difficulté pour la filière bois, c'est d'aller s'insérer dans ces appels qui sont assez généraux. Nous avons aussi observé que les investissements qui sont financés par ces appels sont essentiellement matériels. Le foncier n'y est jamais mentionné, ce qui va certainement constituer une problématique. Donc, je vais passer à la slide suivante, Scarlett. Donc, on a observé 2 choses qui nous paraissent importantes à avoir en tête pour analyser ces appels à projets. La première chose, c'est la question de la temporalité. Plusieurs acteurs nous ont indiqué que le fait d'appuyer des entrepreneurs au début de leur démarche n'était pas suffisant. Il fallait accompagner l'entrepreneur tout au long de sa démarche, pas seulement lors de la phase d'investissement, mais aussi lors de la phase d'exploitation. Ensuite, la deuxième chose à bien avoir en tête, c'est que les appels à projets existants ignorent complètement la problématique foncière. Et là aussi, plusieurs acteurs nous ont indiqué qu'une problématique majeure, c'est de trouver les terrains, comprendre où est le foncier disponible. Et nous avons pensé que les appels à projets pouvaient prendre en compte cette problématique, comme... Vas-y, Scarlett. Comme on l'indique ici, c'est une des 2 préconisations d'amélioration principales que nous avons formulées, un soutien à l'obtention du foncier, qu'il soit financier et ou administratif, préconisation principale qui s'accompagne de la recommandation de concevoir une aide à l'exploitation en réaction à plusieurs témoignages, comme je l'ai dit précédemment. Par ailleurs, nous pensons qu'il faut garder plusieurs choses en tête afin de formuler des appels à projets un petit peu plus adaptés que ce qui n'a été fait auparavant. Tout d'abord, s'assurer que le taux d'aide soit significatif. C'est difficile d'avoir un taux d'aide limite à indiquer, mais ce qu'on peut penser, c'est qu'un taux d'aide de 10% n'est pas significatif. Un investisseur ne va pas changer sa décision pour investir plus s'il est seulement aidé à hauteur de 10%, il faut aller bien au-delà. Par ailleurs, nous pensons qu'il peut être intéressant d'ouvrir les appels à des structures fédérant des acteurs économiques au-delà des entreprises elles-mêmes. Les appels existants se concentrent sur les entreprises. On peut imaginer que s'adresser à des conglomérats ou ce genre d'entités peut être quelque chose d'intéressant. Par ailleurs, au niveau du spectre, nous pensons que l'échelle la plus adaptée à cibler pour ces appels est la filière forêt-bois dans son ensemble. Donc, pas seulement la première transformation, mais elle est à s'appuyer sur les synergies avec la seconde transformation. Et par ailleurs, dans l'autre sens, s'assurer de ne pas être trop large, cibler quand même la filière forêt-bois pour s'adapter à ses spécificités. Je laisse la parole à Martin pour les premières préconisations.
Voilà, donc merci Loris. Au-delà du coup de ces appels à projets, donc la discussion qu'on avait eue avec Fibois, c'était d'aller vers un plan d'action, donc qui pouvait compléter finalement ces appels à projets ou quelles actions pouvaient être menées. Donc, on a donc proposé une série de préconisations donc, qui ont été identifiées suite à tous ces entretiens au travail de littérature que nous avons pu mener. Donc, ce sont des propositions qui ont été voilà, construites voilà, avec des temporalités différentes pour certaines propositions, donc certaines de court, moyen, long terme, avec des moyens différents en termes de mobilisation et, voilà, et même en termes d'acteurs qui sont censés les porter. Donc, pour lire le tableau suivant, nous sommes partis du coup des freins que nous avions identifiés, évoqués donc, tout à l'heure. Nous avons essayé d'y voir quelles actions pouvaient contourner ou en tout cas apporter une solution à ces freins. La ressource qui devait être mobilisée, donc ici quand on parle de ressources, c'est les acteurs ressources qui peuvent se mobiliser, les difficultés déjà identifiées à la mise en œuvre de ces préconisations, et enfin une temporalité, donc voilà, est-ce que c'est plutôt une action qui doit se mener sur le long terme, sur le court terme, et enfin une priorisation, même si cette priorisation n'a pas eu, je dirais, la robustesse de se confronter avec on n'a pas pu discuter de ces préconisations avec les acteurs de la filière. Donc, voilà, c'est des priorisations à prendre vraiment avec légèreté. Donc, pour le premier enjeu que nous avions identifié, donc c'était l'approvisionnement en bois feuillu pour la filière de première transformation. Donc, si on revient sur les différents freins, donc nous avions identifié 3 principaux freins. Donc, la difficulté d'accès à l'information sur les ressources forestières, comme ce qui était évoqué tout à l'heure. La difficulté finalement d'assurer une vente vers l'aval pour certains exploitants forestiers, et enfin une difficulté d'acheminement du bois entre la forêt, la scierie en Ile-de-France, avec le coût de la mobilisation qui était évoqué par Youssef tout à l'heure. Donc, typique respectivement pour chacun de ces freins, donc on a pu identifier donc, pour une première action, notamment sur la difficulté de s'informer sur les ressources forestières. Donc, le regroupement est une première action qu'on pense qui pourrait être intéressante, ou en tout cas inciter, faciliter ce regroupement, donc qui pourrait être fait par les acteurs institutionnels de la filière vers les exploitations forestières. Donc, éviter ce problème de morcellement forestier qui a été évoqué au début. Donc, c'est une mesure qui serait à mettre en œuvre voilà, sur un processus d'assez long terme, puisque c'est quelque chose qui sera assez long, complexe et coûteux du fait de la dissémination donc et finalement de la singularité peut-être des différentes exploitations du bois. Donc voilà, c'est quelque chose qui est une première mesure qui pourrait être mise en œuvre. Sur ce deuxième action sur ce volet, donc ça pourrait être de réaliser un diagnostic de la qualité et de la quantité de ressources de bois d'œuvre mises à disposition pour un nouvel entrant. Donc c'est peut-être ce frein-là aussi qui pourrait être levé en identifiant quelles ressources en bois seraient mobilisables pour un nouvel entrant. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait se mener avec plusieurs acteurs, notamment l'ONF, le CRPF, donc qui ont potentiellement cette connaissance des ressources du bois, en s'appuyant sur les organismes statistiques comme l'IGN. Voilà, donc ça c'est une mesure qui pourrait être menée assez rapidement et qui pourrait faciliter l'implantation de nouvelles scieries. Sur les 2 autres freins, donc inciter à la contractualisation, donc notamment pour permettre pour faciliter, on va dire, le renforcement en aval de la filière des débouchés. Donc, c'est intéressant parce que ça fait écho avec l'accord filière chêne que nous a évoqué Fibois Île-de-France récemment. Donc, voilà, il y a beaucoup de mesures qui vont dans le sens de la contractualisation pour renforcer les débouchés de la filière. Ensuite, prendre en compte la difficulté du transport du bois. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être réalisé. Donc, cette mesure-là, on n'a pas forcément identifié d'acteurs ressources, mais ça pourrait faciliter, on va dire, c'est ça, l'acheminement du bois dans tous les réseaux d'exploitation et de transformation en Île-de-France. Scarlett? Oui, j'ai passé, tu la vois, c'est bon? Ah non, je la vois toujours pas. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, un deuxième enjeu sur l'industrialisation du feuillu pour le secteur de la construction.
Donc, on a vu tout à l'heure que voilà, l'appareil de transformation feuillu manque de compétitivité par rapport au résineux. Deux actions qui pourraient se structurer là-dessus. Donc, ça pourrait être d'accompagner le développement d'innovations techniques de sciage en feuillu, donc pour valoriser ce qu'on dit tout à l'heure, différentes essences de feuillu et différentes qualités de feuillu. Donc, on a pu voir que des innovations de produits, notamment du CLT feuillu, sont des choses qui se développent de plus en plus et qui pourraient donc être valorisées. Donc voilà, le FCBA est assez mobilisé sur ces choses-là. Donc même si c'est une technologie encore en développement, c'est quelque chose qui pourrait se promouvoir, bien que voilà, il y a quand même un levier technologique à aller chercher. Deuxième action, mener une analyse des activités de seconde transformation. Donc, on a pu voir dans les modèles de scieries que nous avons pu rencontrer que pour renforcer la compétitivité des scieries, privilégier finalement, ou arriver à intégrer les activités de seconde transformation sont un moyen de gagner de la compétitivité. Donc, ça pourrait être une analyse qui pourrait être faite notamment par des retours d'expérience menés potentiellement par Fibois, qui pourraient s'intéresser à ces sujets-là. Et enfin, donc, par rapport au manque de visibilité sur les débouchés, donc, ça fait écho avec la contractualisation que je viens d'évoquer. Mais voilà, il y a plusieurs actions qui pourraient être menées, donc, entre le référencement des acteurs et des besoins en bois d'œuvre, donc pour faire le lien entre l'amont et l'aval de la filière. Ça pourrait être de proposer un label bois francilien, donc dans la même continuité que le label UE, donc, qui avait été développé. Donc là, peut-être avec un périmètre plus francilien pour faciliter la sélection de la provenance de la ressource auprès de l'aval de la filière. Et enfin, étudier les modalités d'un dispositif de compensation. Donc, ce qui a été fait dans les Hauts-de-France était une proposition assez intéressante où, dans les Hauts-de-France, la région et Fibois Hauts-de-France compensent pour les acteurs qui achètent du bois des Hauts-de-France le coût supplémentaire qu'il y aurait. Donc, ils prennent en charge le différentiel de prix à acheter un bois qui vient des Hauts-de-France au lieu d'acheter un bois qui vient, je ne sais pas, d'un autre endroit en Europe ou importé. Donc voilà, donc, je vais passer à la suite, comme ça on avance, je vois que le temps file. Ouais. Merci Martin. Alors, en ce qui concerne la problématique d'acceptation par la population francilienne, nous avons identifié deux types de freins. Le problème du portage politique qui est insuffisant et parfois l'empêchement de l'activité par les riverains. Afin de pallier au premier frein, nous avons pensé à deux actions différentes, créer une fiche de communication à diffuser auprès des élus locaux afin qu'ils aient les éléments en tête pour pouvoir répondre aux populations qui se posent des questions, qui ont besoin de mieux comprendre la filière. Et par ailleurs, identifier un pool d'élus de manière proactive qui serait réellement favorable à l'implantation d'une industrie et pas seulement en termes d'affichage public. Afin de pallier le second frein, assez naturellement, nous pensons qu'il faut sensibiliser le grand public, mener des actions au long cours. C'est ce qu'a déjà entrepris Fibois ces dernières années. Donc ensuite, la dernière grande problématique que nous avons identifiée et pour laquelle nous proposons des actions, c'est l'installation des nouveaux entrants. Une première difficulté, c'est de trouver de la main-d'œuvre. C'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans nos entretiens. Nous avons par ailleurs identifié que la région Île-de-France n'était pas dotée de structures de formation pour les scieries. Il serait donc intéressant d'aller essayer de stimuler l'implantation de formation auprès des ressources concernées, l'OPCO ou la région par exemple. Par ailleurs, une autre action pourrait être de structurer un dispositif d'accompagnement des actifs en recherche d'emploi, comme le fait par exemple Texa en Centre-Val de Loire. Une dernière action pour pallier cette difficulté de trouver de la main-d'œuvre serait de mettre en avant les offres d'emploi sur le site de Fibois, par exemple. Bon, c'est une toute petite action de court terme. Ensuite, un autre frein que nous avons identifié, c'est la longueur des formations des employés et le turnover qui est trop important. Dans ces cas-là, il faudra essayer de recenser les bonnes pratiques pour pouvoir s'en inspirer dans le cas de nouveaux entrants.
Ensuite, les deux freins suivants trouvent leur réponse dans les appels à projets, comme on a déjà pu en parler, la question de l'investissement initial et la question du foncier qui requiert d'adapter les appels à projets. Ensuite, pour prolonger le travail que nous avons déjà effectué avec l'analyse économique, nous pensons qu'il serait intéressant que FIBOA puisse mener ou commander une étude afin de compléter cette analyse économique, lever ses biais, pour permettre de mieux comprendre les freins purement économiques. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Gauthier. Merci beaucoup déjà jusqu'ici pour votre écoute et votre attention. Donc, il me vient l'honneur de conclure cette présentation. Donc, pour ce qui est de ce travail, donc les entretiens qu'on a pu conduire révèlent finalement un certain nombre de freins structurels pour l'installation d'une industrie de première transformation en Île-de-France. C'est finalement, ça vient corroborer un petit peu le constat que l'on fait tous quotidiennement. Et nous, notre volonté, c'était surtout de les quantifier et de les objectiver, ces freins, avec notamment cette analyse économique quantitative qui vous a été présentée et cette confrontation systématique entre les retours de terrain et le contenu de la bibliographie. Évidemment, pour aller plus loin sur l'analyse économique, le modèle qui a été construit a un certain nombre de limites que j'ai pu rappeler. Donc, il s'agira peut-être de pallier à ces limites en venant consolider un petit peu la donnée, affiner les ordres de grandeur pour rendre ce modèle toujours plus fin. Ce qu'on a envie de retenir en fait de notre travail, c'est que oui, il y a des barrières économiques, oui, il y a un certain nombre de freins techniques liés à la caractéristique de la ressource francilienne, mais pour nous, elles ne nous apparaissent pas insurmontables, notamment si on arrive à faire les bonnes adaptations, et on pense notamment aux appels à projets que Loris a pu vous présenter. On pense qu'il y a une carte à jouer pour essayer de mieux les dimensionner et de les rendre un petit peu plus adaptés aux enjeux de l'installation en Île-de-France. Outre ces freins économiques, donc arrivent les freins plus sociaux et techniques que nous avons également évoqués. Ceux-là vont sans doute nécessiter des actions de plus long terme, parce qu'ils nécessitent des transformations de fond sur l'appareil productif en misant sur l'innovation et la capacité à automatiser et à transformer ce bois feuillu. Et par ailleurs, des actions qui vont plutôt viser le grand public ou de la sensibilisation auprès des élus du territoire et qui forcément passeront sur des logiques de plus long terme. Tous ces éléments font partie du plan d'action que l'on a proposé, qui, on l'espère, vous donneront des pistes de travail pour les années à venir. Et voilà, donc je vous remercie au nom de toute l'équipe pour votre attention. Merci beaucoup Gauthier, Martin, Loris, Youssef pour votre travail et pour la présentation de votre étude. Petite précision sur le plan d'action, justement, on a voulu vous le livrer entre guillemets sans filtre. Donc nous, on a vraiment souhaité, en tant qu'interprofession, partager de manière la plus transparente possible les propositions des étudiants. Et dans la suite, et ça fait partie aussi des conclusions à la fin du webinaire, on sollicitera les acteurs identifiés par les étudiants et aussi d'autres acteurs pour justement voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui peut être fait dans les prochains mois, prochaines années pour justement contribuer à aider à la relocalisation d'industries de transformation. Alors, on est un peu serré en termes de timing. On va prendre 2-3 questions. Et ensuite, on va laisser la parole à Armand de Laubrière et Mathieu Hongrois pour qu'ils puissent réagir déjà un peu aux propositions des étudiants, à ces présentations, et puis présenter leur projet pour faire écho justement à ce qu'ont dit les étudiants. Donc, Alec, je te laisse me dire s'il y a des personnes qui ont levé la main ou s'il y a des questions dans le chat, parce que moi, je ne vois pas. Oui, alors pas de personnes qui lèvent la main pour le moment. Des questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une question sur le rôle des SAFER, en matière foncière, et concernant le plan d'action et d'approvisionnement, on demande quel type de nouvel entrant on parle quand on parle de nouvel entrant.
Donc là, ça concerne dans le plan d'action quand... je vais essayer de... Nouvel entrant, on dit qu'on a déjà eu la réponse. Peut-être qu'on peut répondre rapidement, Scarlett, sur le rôle de la SAFER ou les étudiants. Et après, je laisserai la parole à Monsieur de France qui lève la main. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant de la SAFER est présent, mais généralement, la SAFER en fait, fait le suivi du foncier agricole et forestier sur les territoires, enfin, en région Île-de-France et au niveau national. Et donc, ils ont à la fois les données économiques sur le foncier, mais ils ont aussi la capacité de mettre en lien des porteurs de projets, enfin des acheteurs éventuels et des vendeurs éventuels de foncier. Donc c'est là où ce serait intéressant de travailler avec eux pour justement identifier les fonciers les plus adaptés qui ont comme statut agricole ou forestier pour pouvoir héberger des industries de transformation. Parce que c'est un enjeu assez important en Île-de-France, avec une région particulièrement urbaine, avec des terrains qui ont un prix assez conséquent. C'est là où ça peut être intéressant justement d'aller plutôt sur des terrains agricoles ou forestiers qui ont l'autorisation, bien entendu, d'héberger des sites industriels, type des scieries. Merci Scarlett. Monsieur de France, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. D'abord, merci pour la qualité de cette étude et de l'exposé. J'en profite pour saluer mes jeunes camarades d'AgroParisTech. Dominique de France, donc je suis vice-président du syndicat France-Sylva. Il y a également Rémi Fouché là, qui est en ligne, qui est le président. Il va certainement intervenir aussi. Effectivement, manque de terrain peut-être, mais on est en Île-de-France, il y a d'énormes surfaces d'industrie qui sont tombées en désuétude, il y a des terrains disponibles. On cite un, par exemple, l'ex-raffinerie bientôt de Grand Puy, il y a 150 hectares qui sont disponibles. Il y aurait la possibilité pour faire une action bois dessus. Le syndicat France-Sylva essaie justement d'avoir des contacts, mais c'est Total Énergie et sa conception d'industrie du bois n'est sans doute pas la même que nous. Il ne s'intéresse pas à la matière première bois. Voilà. Alors, vous l'avez dit également, obstacle sociologique, sociétal en Île-de-France. C'est vrai que pour une partie grandissante de la population un peu activée par des gens un peu peut-être doctrinaires, la forêt serait un endroit où on ne coupe pas d'arbres, on ne chasse plus. Bon, effectivement, ça, ce n'est pas une forêt viable à long terme. Alors, vous avez également cité les acteurs qui pourraient intervenir. Alors, vous avez cité l'ONF, le CRPF. À la fin, quand même, il y a marqué région. Il y a marqué région et vous signalez une action, notamment dans le Nord, c'est vrai que j'ai entendu parler de cela, où il y aurait une aide différentielle entre résineux et feuillus. Bon, je m'en étonne beaucoup parce que cette pratique est absolument anticoncurrentielle et sévèrement punie par l'Union européenne. Bon. En revanche, la région, là où elle pourrait intervenir, ça a été dit, il faut du contact, de l'animation technique, tant en forêt que effectivement sur le premier échelon de la forêt. Et l'ONF, bon, c'est un établissement national. Le CRPF, c'est un établissement public national. Son rôle est d'abord le contrôle des plans simples de gestion. C'est vrai qu'il a une culture technique, mais il n'a pas de moyens pour l'exercer. Il n'a pas de moyens. Et là, ce sont des besoins locaux. Donc, je m'adresse également à Fibois. On avait présenté un livre blanc à la région. Moi, je n'entends plus parler du tout. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce que la région a répondu là-dessus? Est-ce qu'elle l'étudie? Est-ce que la région va avoir un volet bois-forêt dans la nouvelle mandature? Donc là, moi, je m'interroge. Donc, il faut prendre les moyens. Alors, arrêtons également avec le morcellement. C'est vrai que le morcellement est important en Île-de-France. En nombre Monsieur de de France, propriétaires. excusez-moi, est-ce que vous pouvez poser votre question aux étudiants? Je suis désolé de vous donc, couper, mais donc on moi, n'a pas le temps de prendre beaucoup de questions. Ma principale question, c'est la région. Est-ce que la région, quel rôle vous voyez à la région dans cette affaire et est-ce qu'elle a été vraiment sollicitée? Est-ce qu'elle vous a répondu là-dessus? Je vous laisse répondre les... Oui, je peux tenter une réponse. Gauthier et Loris, voilà, vous êtes mes garants également. Donc pour la région, donc nous, ce qu'on a essayé de faire passer au travers de cette histoire de compensation, c'est qu'en rencontrant Fibois Hauts-de-France,
ils ont mis un système en place. En fait, c'est vraiment l'appui financier de la région qui vient compenser l'achat de bois locaux. Ce n'est pas forcément une différence entre feuillus et résineux. C'est voilà, sur les chantiers qui souhaiteraient être voilà, des démonstrateurs d'utilisation de feuillus, enfin feuillus particulièrement dans les Hauts-de-France, hein, c'est compenser le différentiel de prix qu'il y aurait à acheter du bois, on va dire, made in Hauts-de-France. Donc, c'est vraiment c'est vraiment ça qui est fait par la région, donc de payer ce différentiel-là. Donc, le rôle de la région, je dirais que je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être un portage premier politique. Est-ce que voilà, la région souhaite s'engager sur ces questions-là et comment? On va dire, est-ce qu'elle souhaite s'engager plutôt vers une mise en avant, on va dire environnementale ou de plaisance de la forêt, ou vraiment vers une mise en avant d'exploitation économique de la forêt, même si voilà, ces trois enjeux doivent cohabiter. Mais voilà, est-ce que la région souhaite aller vers ce type de choses-là et comment? Donc voilà, est-ce qu'elle souhaite faire un portage financier voilà, au travers de projets, comme ce qui a été fait dans les Hauts-de-France, de compensation financière, même s'il y a potentiellement plein d'autres actions. Et juste pour compléter, oui, la région a bien été sollicitée dans le cadre du travail des étudiants, et les étudiants ont eu un échange avec les services de la région. Et on travaille, nous, aux côtés de la région, au quotidien, justement, pour essayer d'accompagner la filière forêt-bois, notamment en développant des appels à projets qui sont pertinents pour les industriels, enfin pour les acteurs économiques de la filière francilienne. Et c'est ça aussi l'objet de la commande de cette étude, c'était donner les bonnes billes, les bonnes pistes pour justement accompagner les bons appels à projets sur le territoire francilien. Alors, je pense qu'on ne peut pas prendre d'autres questions. Je suis désolée s'il y en a d'autres qui lèvent la main. On va donner la parole à Armand. On commence en premier. Armand Delobrière. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Et si Armand, vous pouvez partager vos slides. Je ne sais pas si vous êtes là. Sinon, on peut commencer avec. Je pense que c'est Mathieu. bon, Armand, vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez partager votre écran, Armand? Non. Non? Bon, très bien. Bah, écoutez, je vais ouvrir votre présentation. Je vais partager l'écran. Et pour répondre à la question là que je vois qui vient de s'inscrire, bien entendu, on partagera les slides, mais aussi on mettra sur notre site internet l'enquête, enfin les résultats, le rapport et la note de 4 pages des étudiants. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, donc on est Société Réserve, on est à Crécy-la-Chapelle, à 15 km d'Euro-Disney, l'est vers entre Meaux et Coulommiers, en Seine-et-Marne. On est ici depuis 244 ans, on est exploitant forestier, on est sieur et on a une activité de négoce de matériaux bois qui maintenant, à l'heure actuelle, est l'activité principale, pas historique mais principale. Et donc on est en train de réaliser un nouveau, donc la série actuelle, on s'approvisionne 80 km aux alentours, on fait à peu près 2200 m3 de chêne par an, principalement du chêne. Un peu de frêne, du châtaignier, du peuplier, des divers, avec une spécialité qui est un peu propre certainement à l'Île-de-France. On travaille beaucoup avec les monuments historiques et on fait beaucoup de débit sur liste. Donc on travaille à la commande avec des produits sur mesure. Notre clientèle, principalement, ce que je disais, charpentiers, couvreurs, menuisiers, après un peu d'entreprise générale du bâtiment, des aménageurs paysagistes. C'est une clientèle qui est en train de se développer puisqu'on utilise de plus en plus du chêne, du châtaignier pour les installations, les aménagements extérieurs. Et puis après, on a quelques revendeurs des négoces de bois et matériaux qui, eux, revendent aussi nos produits de série. Et un petit peu de particuliers, effectivement. Et aussi, je l'ai oublié, quand même, une part importante de fabricants de parquet.
Bon, ça, c'est deux, trois photos de produits qu'on a fait, qu'on a vendu à nos clients. Vous voyez, c'est vraiment principalement de la charpente, du débit sur lisse, de l'aménagement extérieur, des retenues d'eau. Donc, on était confronté à un problème, c'est que d'un côté, on a une ressource qui est immuable pour 20 ans, qui est hétérogène, la forêt francilienne, hétérogène en essence, en praticité de mobilisation, étant donné qu'elle est très morcelée. De l'autre côté, on a une clientèle qui veut tout de suite. C'est vraiment la génération Amazon, hein. On a l'habitude d'aller sur son ordinateur, de passer sa commande et d'être livré le lendemain. Après, il y a un problème, c'est que la forêt, elle met 100 ans, ça met 100 ans à pousser, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'on arrive à trouver? Il faut une scierie qui soit la première scierie Amazon, donc c'est une scierie numérique. C'est-à-dire que dès qu'on passe la commande, ça arrive dans le RP de la scierie et ça permet de produire vraiment, de raccourcir les délais de fabrication. Donc, c'est la première scierie de chaîne 4.0. Avec un objectif qui est de passer de 2200 m3 par an à 14-15 000 m3. On va gagner en réactivité et on améliorera le rendement matière puisque, étant donné qu'elle sera numérique, les bois seront scannés de façon en dimension et ils seront positionnés numériquement sur le chariot agrume pour pouvoir optimiser le rendement matière. Augmenter le volume, on va aussi pouvoir améliorer le rendement, mieux valoriser les sous-produits, puisque pour pouvoir intéresser les acteurs qui utilisent les sous-produits forestiers, enfin de scierie, il faut avoir des minimums de volume qui pour l'instant ne sont pas atteints avec 2200 m3. C'est compliqué d'avoir des camions complets de sûre, des camions complets de plaquettes, des camions complets d'écorce. Après, peut-être que en faisant évoluer le projet, on arrivera à utiliser un petit peu mieux ces sous-produits en les valorisant principalement, je pense, en énergie, que ce soit pour chauffer des séchoirs ou éventuellement peut-être après faire un tout petit truc de cogénération ou j'en sais rien, il y a de l'hydrogène qui se fait à partir de biomasse aussi, etc. Alors, est-ce que ça peut pas être le pied, le début d'une autre activité? C'est possible. Et puis évidemment, on comblera un manque régional. Il n'y a pas de scierie en Ile-de-France. On est la dernière qui situe 1000 m3 par an. Donc on aura une vraie scierie industrielle en Ile-de-France. Alors pour ça, il nous faut un peu de terrain, autour d'un minimum 4 hectares. Il y a un peu de travaux de VRD, autour d'un bon million d'euros. Il y a des bâtiments. Et puis il y a du matériel de scierie qui a été commandé il y a 15 jours. Il y en a pour 5,5 millions. Matériel de manutention aussi, un peu de transformation électrique. Et puis, bon, ça fait plus partie du BFR, le stock de matières premières et le BFR, parce que c'est ce qui permet d'avoir un gros stock de matières premières sur pied. Ça permet un petit peu de lisser les variations des coûts d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça nous permettra de garder un savoir-faire historique, hein. Ça fait quand même 240 ans qu'on est dans le bois, ça fait 150 ans qu'on scie du bois, donc on gardera ce savoir-faire, puis on l'améliorera puisqu'il deviendra industriel. On va maintenir des emplois qui sont des emplois non délocalisables. On en créera certainement de façon induite, hein, il faudra qu'on mobilise un peu plus de ressources, donc forcément ça va créer des emplois. On aura une filière bois courte, hein, on pourra être au plus près des chantiers franciliens et on aura un outil qui sera vraiment à la pointe de la technologie actuelle. Et on arrivera peut-être avec ça à décrocher la lune. Merci Armand. Alors on va peut-être laisser ensuite Mathieu Hongrois partager son projet et puis rester peut-être tous les deux pour réagir éventuellement à des questions et aussi réagir à quelques propositions des étudiants du GAP. Parfait. Partager Mathieu.
Ouais, je sais pas. Alors, je suis peut-être comme Armand. Je ne sais pas si je vais réussir à partager. C'est en haut à droite, normalement, bon, vous c'est- avez un petit ouais, ça partager le doit contenu. Alors, tac. Là, je suis pas en plein écran, je pense. Hein. Alors, mode lecture. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous... Oui. Bon, parfait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis très honoré. Et bravo pour la restitution parce que ça résonne énormément avec notre projet de Scierie mobile. Alors, ça résonne en termes effectivement de freins, de difficultés rencontrées. Et donc, je ne vais pas nécessairement suivre les diapos, mais Ça a coupé de mon côté. Est-ce que... Perdu, monsieur Hongrois. là, vous m'entendez? Oui, peut-être couper votre caméra éventuellement. Oui. C'est peut-être la bande passante. Désolé, ouais. Désolé, problème technique webinaire, mais bon. Alors, je ne sais pas où vous m'avez perdu, mais ce que j'indiquais, effectivement, je ne vais pas nécessairement suivre de manière très linéaire les slides, mais au contraire, je vais essayer de rebondir sur l'étude et sur les freins voilà, aujourd'hui qu'on a pu rencontrer de manière très pratique. Donc, notre projet, c'est un projet de scierie artisanale, hein, mobile, alors évidemment, qui n'a rien à voir avec le projet d'Armand, qui est effectivement beaucoup plus granulaire et 4 points, voire 6.0. Notre société, aujourd'hui, alors c'est une société, alors moi je suis expert comptable de formation, donc rien à voir, et puis on a depuis 15 ans en fait une société alors, de seconde œuvre hein, dans le bâtiment, qui était à destination plus patrimoniale, voilà, sur des projets fonciers familiaux, et qui s'est par la suite diversifié et qui s'est ouvert, on va dire, voilà, aux particuliers, au marché du particulier et de la TPE, et qui a quand même dans l'équipe des menuisiers hein, de formation. Donc, on était déjà dans une logique de, on va dire, seconde transformation du bois, assez classique de menuiserie et ébénisterie selon les demandes. Ce qu'on constate en fait depuis, on va dire, 4-5 ans, alors c'est lié aussi à la capacité, à la loi Allure de permettre des extensions de maisons, etc. On constate une forte, un accroissement des demandes. Alors aujourd'hui, on ne fait pas du tout de pub là-dessus, c'est en communication et marketing, mais nos clients nous demandent des extensions, de la réalisation d'aménagements et de ce qu'on appelle de la construction légère modulaire en bois. Alors c'est à la mode, hein, grâce ou en tout cas en lien avec le Covid, des espaces de télétravail, des espaces de détente, de bricolage, bref, des extensions de maisons. Qui sont aujourd'hui évidemment. Alors, c'est aussi, ça peut être de simples pergolas. Hein, on parle bien sûr pas nécessairement de produits hyper structurés, mais voilà, c'est aujourd'hui des demandes qui sont vraiment qu'on le vend en poupe. Hein, et il y a une surdemande par rapport à ce genre de choses. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a. Alors, c'est ce qu'on appelle nos cailloux dans la chaussure, parce qu'il y a vraiment des freins, et je vais mettre en perspective effectivement par rapport à la restitution. On rencontre des freins à la mise en œuvre, on va dire, de ce pivot qu'on souhaite opérer sur la construction modulaire au Saturbois. Alors, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, on est alors sur les produits semi-finis. Alors là, je ne parle même pas de grumes, hein, ou en tout cas de produits bruts, de bois brut. Mais aujourd'hui, on a une vraie difficulté d'approvisionnement des produits semi-finis. Donc, ils sont classiques. Hein. Il y a une inflation, il y a une pénurie. Et lorsqu'on a du faible volume, aujourd'hui, il est très compliqué de s'approvisionner. C'est-à-dire que voilà, on est entre guillemets pas prioritaire. Alors donc, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas intégrer, on va dire, cette première transformation du siège. Bon, ce à quoi on se heurte aujourd'hui, c'est que, alors Armand me démentira pas, mais aujourd'hui, la première transformation, quand on n'est pas issu de ce métier, c'est un métier qui nécessite un savoir-faire très important, des moyens de l'investissement, des moyens matériels techniques qui sont justement très techniques et à dimensionner, et par rapport au savoir-faire, voilà, il y a le savoir-faire du sciage et même de l'affûtage, de l'avoyage, enfin, voilà, est assez complexe et c'est une technicité qu'il faut acquérir. Et j'en passe évidemment sur le contexte hein, du marché qui est évidemment en forte tension, l'accès à la matière première. Donc tout ce que vous avez cité, effectivement, il y a des essences particulièrement sous tension, le chêne notamment. Et puis, vous l'avez très bien cité, c'est que le marché francilien aujourd'hui est
c'est ce qu'on perçoit, peu organisé. Aujourd'hui, il est difficile, quand on n'est pas du métier, de trouver des experts, des acheteurs qui vont faire le travail pour vous, en fait, hein, de détecter des grumes de bonne qualité. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, les forêts détenues sont détenues par des propriétaires privés. Donc, ce qui renforce évidemment la difficulté. Donc, là où on va, enfin, notre projet, en fait, hein, consiste à créer une petite série. Alors, je dis petite série, c'est évidemment, c'est pas forcément très noble, mais il faut, je pense, et je dis ça fait écho à votre institution, c'est que la solution, elle vient certainement d'une certaine agilité, en fait. Hein. Agilité, et quand je dis petite série, alors évidemment, modulo peut-être les difficultés économiques, mais ou de rentabilité vers lesquelles on peut se heurter, mais une petite série artisanale de première transformation mobile. Alors quand je dis mobile, c'est on va dire s'approvisionner bord de route et de faire un premier siège, un premier débit voilà, en bord de route pour limiter justement, on va dire, les problématiques de transport, hein, d'acheminement vers l'atelier de production, de production de semi-fini. Mais en tout cas, c'est une logique qui, à notre sens, hein, peut s'intégrer parfaitement aujourd'hui à notre logique de seconde transformation. Et donc, voilà, je pense que ça peut être une réponse, enfin notre projet peut être une réponse effectivement aux pain points, aux difficultés qu'on peut rencontrer et que vous avez très bien levées. Donc je ne vais pas vous redétailler, hein, mais évidemment, la logique dans laquelle on s'inscrit, c'est de faire du produit de volume unitaire et sur mesure, donc qu'on dit à façon, et d'intégrer ça bien évidemment dans la logique de matières premières biosourcées. Alors on pense à l'isolation, la laine, je sais pas, de mouton par exemple, voilà, qui peut pourquoi pas remplacer la laine de verre. Alors, l'une des clés aussi, hein, c'est nous, alors étant issus de la seconde transformation, voire de la troisième, c'est, alors, je le précise hein, parce que ça ne transparaît pas forcément dans la restitution, mais c'est d'axer la deuxième, voire troisième transformation sur tout ce qu'on appelle l'amélation, le panotage, l'aboutage. Et ça, c'est une logique qui permet alors déjà peut-être d'avoir une qualité un peu moindre, mais surtout d'accéder à des essences qui ne sont pas forcément le chêne, hein, puisqu'il y a une pénurie, mais d'avoir des essences, par exemple, comme le grisard, par exemple, alors qui est une ressource qui pullule, on va dire, dans les forêts, qui ne sont pas aujourd'hui exploitées, mais voilà, avec différents traitements et avec une logique de lamellation, d'aboutage, d'accéder finalement, avec une essence peu répandue, peu connue, d'accéder à des propriétés structurelles qui permettent de faire de la construction en ossature bois. Donc, je ne reviens pas, hein, l'idée évidemment c'est d'intégrer dans notre chaîne de valeur le sciage et la seconde transformation. Donc aboutage, lamellation et panotage. Alors là aussi, hein, je ne reviens pas, vous l'avez très bien cité, hein, je ne vais pas vous paraphraser, mais c'est la construction en ossature bois est un marché en hypercroissance, ou en tout cas en croissance d'environ 20%. Ceci dit, si on veut exister dans ce marché-là, à notre avis, hein, c'est de maîtriser ses coûts de production parce qu'on est dans un environnement d'inflation et d'incertitude, et puis évidemment d'avoir une approche entièrement locale. Très rapidement, hein, sur le lieu d'exploitation, alors aujourd'hui on a la chance, alors ça fait là aussi écho à ce que vous disiez, hein, l'accès au foncier. Alors voilà, suivant les expériences, on peut dire que l'accès au foncier est compliqué. Bon, nous, on avait la chance, évidemment, effectivement, d'avoir 2 sites d'exploitation, donc un sur la commune de Provins et un sur la commune de Verdelot, donc en Seine-et-Marne, qui nous permet effectivement d'avoir quand même des hangars et des capacités de stockage. Alors l'idée, évidemment, hein, c'est pas d'avoir un parc agrumes d'une série, on va dire, industrielle, hein, puisque voilà, ça va être une série mobile, donc la volumétrie du bois entrant sera bien moindre qu'une grande scierie. Et puis surtout, ça nécessite les parcs agrumes et les parcs à débit d'avoir des capacités foncières très importantes. Hein. Mais on va dire que le projet de scierie mobile réconcilie peut-être cette difficulté d'accès au foncier. Même si pour nous, aujourd'hui, c'est… Si vous pouvez finir en 3 minutes, parce qu'on a déjà un peu passé, désolé, hein, c'est un temps un peu restreint. Ça marche. Bon, de toute façon, effectivement, la logique, hein, c'est d'axer ça sur le bois massif reconstitué, les BMR, hein, tout ce que j'ai cité, et de standardiser, on va dire,
toutes les sections, parce que finalement, dans la construction ossature bois, on a besoin, on va dire, de 4 à 5 sections débit, et ça peut largement suffire à faire du MOB, de la maison à ossature bois. Alors, voilà, j'ai dit, on est parti sur des hypothèses, on va dire, très, très modestes, l'équivalent de 20 extensions de 200 mètres carrés par an. Donc, on est sur une volumétrie de bois entrant de 400 mètres cubes. Ça veut dire qu'en sortant, alors avec un rendement de siège et un coefficient de retrait de 50%, voilà, sur 200 mètres cubes. Bon, la stratégie de sourcing et différenciation commerciale, j'en ai parlé. Et effectivement, les essences retenues, alors voilà, il ne faut pas, à mon sens, oublier de valoriser certaines essences. J'en ai parlé, hein, notamment le grisard. Et ça, c'est sur une idée de Rémi Fouché, là, qui est présent au webinaire, que je remercie pour la grande idée. Voilà, ça va être possible aussi avec des procédés de préservation, tels le traitement haute température, qui permettra aux peupliers d'avoir des propriétés mécaniques et esthétiques qui répondront à la MOB. Next step, vous en avez parlé, hein, c'est financer les équipements, parce qu'aujourd'hui, c'est des gros budgets, même pour une série mobile, on est sur des budgets de 500 000 euros, pardon. Et évidemment, la difficulté, c'est d'acquérir les compétences, j'en ai parlé. Et puis, quand on a déjà une... Ah, dommage, on vient de vous perdre, j'ai l'impression. Voilà, bon, vous m'entendez? Ah, là, on vous entend. C'est bon. Ouais. Non, je disais effectivement la difficulté, le dernier enjeu avec Next Step, c'est de parvenir à paralléliser, à faire pivoter l'activité actuelle vers, voilà, en le combinant avec l'activité de première transformation. Voilà. Bon, j'espère que j'ai... Oui, super, merci beaucoup. C'est un exercice difficile, hein, de présenter un beau projet en quelques minutes. Alors, je ne sais pas, on va essayer de faire 5 minutes de questions avant de clôturer le webinaire. Moi, j'avais juste une question, j'avais bien envie de réagir. C'est qu'est-ce que vous pensez, en tant qu'industriel, justement des conclusions des étudiants du GAP, notamment sur la question économique, comme quoi, au final, ce n'est pas forcément l'un des freins les plus principaux si vous êtes bien accompagné et si vous avez des dispositifs justement pertinents, et qu'il y a du gros travail à faire également sur la question sociétale pour assurer une bonne installation d'une scierie, plus la question de l'emploi qu'ont bien souligné les étudiants et aussi vous deux. C'est une question qui s'adresse à moi, c'est ça? À vous et oui, aussi je vais répondre. Enfin, justement, je vais prendre un peu ma casquette pas de financier, mais enfin, en tout cas de comptable. À mon sens, hein, soit on est... alors, c'est très bien qu'on ait présenté chacun nos projets. Soit on est une scierie 6.0, on fait beaucoup d'investissements et effectivement, on gagne en rendement, en qualité, etc. Et je sens que c'est l'objet du projet de la scierie Rosaire. Soit on est peut-être plus agile, on a déjà, on va dire, une structure existante, quelque chose qui vit, qui est déjà rentable et qui est en capacité aussi d'absorber quelque chose une première transformation, mais agile économiquement, agile financièrement. Après, je pense que l'entre-deux est peut-être un peu compliqué. Voilà. L'entre-deux, c'est-à-dire une scierie qui soit... peut-être que d'ailleurs, l'ancien business model, mais peut-être que je serais répondamment, mais l'ancien modèle était peut-être aujourd'hui un peu critique, en fait. Hein, c'est-à-dire l'entre-deux, quoi, entre la scierie artisanale mobile et puis la scierie hyper optimisée et, voilà, du projet d'Armand. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Non, tout à fait. Armand, est-ce que vous avez... votre micro est coupé. Et je profite juste, Mathieu, est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre écran parce qu'on se voit en double? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Effectivement, je suis assez d'accord. Je pense que la place d'entre-deux sera effectivement compliquée. Alors après, moi, je le vois bien avec la partie, le marché du négoce, que je connais quand même plutôt pas mal. Le marché de la construction ossature-bois aussi, je le connais plutôt pas mal. Il y a quand même une problématique de prix. Ça, on ne va pas y échapper. Quand vous avez un coût de construction, je vais dire n'importe quel chiffre qui est à 1500 ou 1700 euros du mètre carré, et puis que, je veux dire, si vous n'avez pas un appareil de production qui permet de rester dans ces coûts-là,
on sera toujours concurrencé par des produits d'importation des bois du Nord. Il faut être très clair, la construction bois, c'est les bois du Nord. Maintenant, alors, mon projet de série, c'est qu'un premier pas. L'idée finale, c'est d'arriver à produire du lamellé-collé avec des bois feuillus. Voilà, c'est très clair. Je voudrais arriver à ce système-là parce qu'il y a quand même un petit peu une demande là-dessus. On demande des produits de plus en plus industriels et standardisés pour que ça rentre dans les normes constructives. Donc, voilà, il faut aller, je pense qu'il faut aller sur des choses de plus en plus, avec des procédés de plus en plus industriels pour pouvoir satisfaire, entre autres, les normes constructives qui nous imposent des produits hyper standardisés avec des classes de résistance, avec des classes de durabilité, avec des taux d'humidité, etc. Et ça, pour moi, ça ne passe que par l'industrie. L'atteinte de ces marchés. Après, il y a effectivement du sur-mesure, de la haute couture qui ne pourra pas être faite dans une série industrielle. Ça, c'est certain. Merci. En question dans le chat, on nous demande si vous avez répondu à l'appel à projet de l'ADEME sur le bois constructif pour vos projets. Non. Pas encore, non. Alors, on va prendre une question et ensuite on s'arrête pour avoir pour objectif de terminer à 10 heures. Est-ce que quelqu'un souhaite partager une question? Sinon, bon, ben, on va s'arrêter là. Donc, comme je vous disais, on va mettre le rapport des étudiants, la note de 4 pages et les supports de présentation sur notre site internet. On va le faire dès demain. On enverra le lien à l'ensemble des inscrits. On vous remercie grandement pour votre participation. On remercie grandement Armand, Mathieu, mais aussi les étudiants d'avoir travaillé. C'était un plaisir de travailler avec vous. Et on les remercie particulièrement parce qu'ils sont déjà en poste sur de nouvelles missions et ils se sont libérés pour faire ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Et comme je vous disais plus tôt, ce qu'on va faire pour la suite des travaux, c'est réunir dans des groupes de travail les différents acteurs identifiés par les étudiants dans le plan d'action, mais aussi d'autres, pour voir qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en œuvre dans ce que nous a proposé les étudiants d'AgroParisTech pour justement aider à relocaliser les entreprises la transformation du bois en Île-de-France. Très bien. Je vous dis merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.